Bonjour. Donc, je vais vous présenter des travaux qui ont été menés à Compositadour depuis quelques années. Compositadour, c'est une plateforme de transfert et de recherche et de transfert technologique qui est associée à l'école d'ingénieurs Estia à Bidart, l'école supérieure des techniques industrielles avancées. Cette plateforme a été créée à la demande d'industriels en fait, locaux, Dassault, Daher, Stelia, pour en citer quelques-uns, et pour investiguer les nouveaux moyens de production, notamment dans les matériaux composites, et donc avec précisément des robots. En 2017, il y a une autre plateforme qui a été créée, qui fait partie de Compositadour, mais qui s'appelle Adimadour, qui fait la même chose, mais pour la fabrication additive métallique, où il y a beaucoup de moyens, fil laser, laser poudre, fil arc, FSW, enfin, tout un tas de moyens, et là aussi avec des robots. Et donc, pour supporter tout ça, en 2013, j'ai pris la responsabilité du pôle robotique de Compositadour, et on a travaillé comme support pour ces deux activités, mais aussi avec des projets propres pour à la demande des clients qui sont beaucoup aéronautiques et spatiales et militaires. Donc je vais vous parler de synchronisation spatio-temporelle multi-robot. C'est un bien grand mot, mais ça... Voilà. Donc on va regarder un peu pourquoi on s'est intéressé à ça. Les premiers essais qu'on a pu réaliser, notamment avec Dassault. Ensuite, on a établi à partir de là une feuille de route dite scientifique, mais qui n'est pas axée que sur cet axe-là, mais aussi sur la téléopération et le contrôle en effort, enfin toutes choses qui sont bien connues, mais avec des utilisations particulières. Puis ensuite, on regardera un exemple particulier, enfin 3 exemples particuliers de projets qu'on a développés au sein de Compositadour. Donc le constat, tout le monde l'a dit ici, hein, il y a plusieurs types de robots. Quand je dis robot, c'est robot-cobo, hein, je ne fais pas de différence en fait. Il y a des robots parallèles qu'on connaît, qui peuvent être plus ou moins rigides. Les robots Delta, on en a vu un exemple tout à l'heure. Les centres d'usinage à commande numérique, pour moi ce sont des robots, 3 axes, 5 axes, etc. Et puis on a aussi les robots dont on a aussi parlé, les robots série, qui sont en général un peu moins rigides. On a les robots SCARA et les fameux robots industriels 6 axes, dont on va s'occuper plus particulièrement. Alors ils sont moins rigides parce que, précisément, ils ont des articulations qui sont empilées les unes au bout des autres, et à la fin, s'il y a du jeu dans la construction, enfin des choses comme ça, ou de la flexibilité, on a une précision qui n'est pas forcément terrible. Alors par construction, on peut améliorer cette précision mécaniquement, on peut améliorer plutôt la répétabilité d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus difficile d'améliorer la précision absolue. Alors il y a des recettes, on va dire, on peut mettre en place des doubles encodeurs sur chaque articulation. On va étalonner le robot dans son espace de travail. On va appliquer des corrections miroirs qui vont garantir que sur telle trajectoire, effectivement la suivre. Mais ça suppose quand même des opérations répétitives de calibration, d'étalonnage, des choses assez précises. Et puis aussi d'une action dans des conditions déterminées. Si on change la charge, si on change l'effort, il faut tout refaire, ou presque. Donc on s'est dit, tiens, on va faire des hypothèses. On va dire que le robot a une certaine répétabilité, mais pas forcément une précision absolue. On va avoir un dispositif de mesure externe de la position du robot avec une précision qui est supérieure à cette répétabilité, et puis un accès temps réel à la modification de la position du robot. Et en partant de là, on se dit il est possible d'amener ce robot à une position atteignable, bien sûr, dans son espace de travail, qui est déterminée et dans la limite de sa répétabilité, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc les premiers essais qu'on a fait, c'était des essais de détourage pour Dassault, détourage avec un robot 6 axes, un KUKA 200, c'est une grosse bête, un KUKA 240, avec une répétabilité environ d'un dixième, on le voit ici, équipé d'une broche. On a un laser tracker qui a une précision de l'ordre de 3 centièmes de millimètre, et puis une pièce en carbone de 12 mm d'épaisseur, c'est un bon steak, et en fait on fait du détourage. Ce robot-là, dans son espace de travail, bras tendu par exemple, il a une précision absolue qui est plutôt de 3 mm, 3, 4, 5 mm,
Et on s'aperçoit que si on appuie dessus de quelques kilos, on le fait bouger, mais très facilement de plusieurs dixièmes. Donc il n'est pas rigide. Alors que lui ne change pas de position, enfin dans sa commande. Donc on a équipé le robot d'un réflecteur, enfin l'approche d'un réflecteur. On a un tracker laser qui communique avec le robot à 4 millisecondes, pas avec le robot mais avec un ordinateur extérieur à 4 millisecondes. Et on récupère les positions du robot théorique, enfin celles données par le robot, et puis on fait en fait une correction de trajectoire en ligne, en temps réel à 4 millisecondes, enfin en temps réel à la fréquence possible par la commande du robot. Et on voit que les premières expériences étaient juste en XY. On passe d'une erreur moyenne de 1 mm, plus ou moins 1 mm, à plus ou moins un dixième, ce qui est effectivement la répétabilité du robot dans tout son espace de travail. On a répété l'opération un peu partout. Alors, inconvénient de cette méthode, c'est le coût. Un tracker, c'est un cher. Et d'autre part, dans le cas particulier ici, on est en 3D seulement, parce qu'on a un seul réflecteur. On peut avoir le 6D avec le tracker, mais il faut encore un instrument qu'on appelle le TIMAC. Et puis, un autre inconvénient plus important, c'est les zones d'occultation. Quand le réflecteur n'est plus en vision du tracker, il n'y a plus de mesure. Donc on est parti de ce constat, on a dit tiens, on va s'intéresser à ça. Donc on a sur notre feuille de route scientifique, on a dit on a un objet ou quelque chose qu'on doit traiter. On a un robot, n'importe quoi, qu'on va équiper de capteurs. Alors là, on a une caméra pour visualiser la scène, mais ça peut être des scanners 3D, ça peut aussi être des capteurs d'effort, ça peut être un certain nombre de choses. On a des programmations de trajectoire en ligne, on en a parlé tout à l'heure, ou pas. Une correction en ligne ou un pilotage en ligne à distance avec de différents moyens. Bon, nous, on utilise beaucoup les souris 6D, mais ça peut être aussi une manette Xbox, ça peut être aussi des bras manipulateurs plus sophistiqués, avec retour d'effort au sang. Et puis, on utilise aussi donc, un système de localisation 6D, en l'occurrence le système OptiTrack. Et puis donc on peut aussi associer à ça pour équiper l'opérateur des lunettes HoloLens pour avoir la réalité augmentée, on va dire, de ce qui se passe. Donc le système OptiTrack, très rapidement, c'est un système de localisation multicaméra. Il faut un minimum de caméras, on va dire 3-4, et plus on en met, plus on peut avoir d'espace, ou plus on peut être précis. Voilà. Bon, grosso modo, les systèmes qu'on utilise, nous on utilise 8 caméras dans des volumes de l'ordre de 9 mètres cubes. Et on a une précision qui est de l'ordre du dixième de millimètre. Après, il y a d'autres systèmes qui sont plus performants, Vicon, Creaform, enfin, des systèmes commerciaux. Vicon, par exemple, on peut descendre, je pense, à 2 centièmes dans un espace similaire. Et donc ça, c'est une illustration. Ça, c'est une illustration du premier projet collaboratif. Donc, on voit le système OptiTrack. C'est des caméras, on les pose à peu près comme on veut, bon, pour qu'elles couvrent à peu près tout l'espace de travail du robot. Ensuite, il y a une phase de calibration qui est assez simple, où on balade un bâton étalonné avec des réflecteurs, et qui va calibrer en fait les caméras les unes par rapport aux autres et dans leur propre espace. Le robot pourrait très bien manipuler le bâton d'ailleurs, hein. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, on équipe le robot de marqueurs. Donc le système OptiTrack, en fait, il apprend des objets. Et on va apprendre cet objet avec le système OptiTrack, son barycentre et puis sa forme générale. Et ensuite, on est prêt à... Ensuite, le robot, enfin, le centre outil du robot est repéré dans l'espace. Et les premières manips qu'on a faites, c'est piloter le robot avec un autre objet. Donc le robot va suivre l'objet. Et ensuite, on va voir, on peut modifier en ligne la trajectoire par rapport à un événement. Une autre idée, en fait, la suite du film, c'est qu'on voit le robot, on a une trajectoire qui cette fois-ci est programmée en ligne. Et puis, on altère la trajectoire en manipulant l'objet. Bon, ça c'est simple, mais on va voir par la suite ce qu'on peut en faire.
Une autre utilisation de ça, c'est de dire, bah, tiens, on a un petit pointeur, on va remplacer les rénichots, etc. de palpage, et puis on va avoir un palpeur virtuel, en fait, qui va permettre de palper des points, de palper des pièces, ou de piloter le robot à la main, et éventuellement de programmer des trajectoires hors ligne, en quelque sorte, qu'on va visualiser dans le vrai espace du robot avec des HoloLens, et qui va permettre de... Alors, c'est pas une planification de trajectoire très intelligente, mais on voit tout de suite par la simulation si on a des collisions, si on a des configurations qui ne sont pas bonnes. Et puis, pour certains cas de petites séries, par exemple, vous pouvez poser votre pièce là, un peu en vrac, et puis vous dites ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, tu vas faire une opération. Et le robot va faire l'opération. Donc du palpage virtuel. Ensuite, le troisième projet qui est un peu plus conséquent, c'est le projet ICNDE. En fait, c'est un mix de tout ça. C'est le Innovation Center for Non-Destructive Evaluation. C'est un projet qu'on mène pour le l'I2M à Bordeaux, qui est un projet de contrôle non-destructif multiphysique et qui implique l'utilisation de plusieurs robots. Bon, dans le cas particulier ici, c'est 2, mais ça pourrait être plus. Donc l'idée, c'est de en fait, pouvoir faire du contrôle non-destructif en transmission ou en réflexion avec des multiphysiques. Alors c'est ultrasons. Pour l'instant, c'est ultrasons, terahertz et caméras thermiques infrarouges. Dans l'échelle 1, qui est prévue pour l'année prochaine et 2025, ça sera aussi des rayons X pour faire de la tomographie ou de la laminographie X ou simplement des rayons X. Et puis éventuellement d'autres systèmes physiques qui peuvent être montés dessus. Donc nous, notre rôle là-dessus, c'est pas du tout de nous occuper des systèmes physiques, mais de nous occuper de la synchronisation des robots. Parce que et cette synchronisation spatio-temporelle, c'est-à-dire pas juste des rendez-vous de points sur le long d'une trajectoire. Donc on a une première étape qui consiste à reconstruire la surface avec un scanner 3D qui est porté par le robot. Donc première étape, on fait un scan grossier, ensuite on génère une trajectoire hors ligne, on va jouer pour avoir un scan fin si nécessaire. Et de ce scan fin, on va générer des trajectoires automatiquement pour porter les physiques et faire l'examen de contrôle destructif. Voilà. Donc ça c'est un exemple, c'est une pièce en lin qui est entre 2 palpeurs ultra. Ça c'est un petit film qui illustre ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que là les robots donc, se mettent en position. Et ensuite, bon, il n'y a pas de pièce parce que vous allez comprendre pourquoi. La trajectoire a été générée à partir du scan de la pièce qui a été fait précédemment. Et toutes les positions sont repérées par les caméras OptiTrack. Et il y a un robot maître qui envoie à l'autre robot, à travers ce système, le déplacement qu'il doit faire. Pour illustrer la précision qu'on atteint, on a les 2 palpeurs ultrasons que vous avez. Quand les robots se rapprochent, on détecte les ultrasons. On a un lobe qui se forme sur l'oscilloscope. Et on voit qu'il ne bouge pas, en fait. Ou très très peu. C'est-à-dire qu'il bouge de l'ordre de 5 centièmes de millimètre. En mouvement. Et donc, sur cette application, on a aussi la possibilité de prendre le contrôle avec la souris 6D. On arrête le scan, momentanément. On va pouvoir déplacer un robot par rapport à l'autre, ou les 2 robots en même temps. Pourquoi un robot par rapport à l'autre? Ben, simplement pour affiner le réglage des physiques. Ben, l'expert en physique, il dit « Ah oui, mais mon signal, il n'est pas super. Je vais les bouger un peu. » Parce que c'est pas... les systèmes physiques sont un peu... ben, c'est des systèmes expérimentaux. Et donc, une fois qu'il est content, ben, on reprend en fait la trajectoire, mais avec cette correction, et toujours en synchronisant les robots l'un par rapport à l'autre. Et on a vu, donc... je ne sais pas si ça remarche. On voit que même en manipulant avec la souris 6D le robot, le signal ne bouge pas. Ça veut dire qu'il reste vraiment non seulement à la même distance, mais enfin, avec les orientations et les positions qui sont déterminées au départ, qui sont nécessaires au système physique. Ça ne bronche pas. Donc, pour nous, en fait, l'utilisation d'un système de localisation d'objets en temps réel dans la cellule, elle permet de nombreux développements, puisqu'en fait, on va repérer non seulement les robots,
mais aussi les objets qui s'y trouvent, et éventuellement même l'opérateur qui peut être équipé. Et on a un unique référentiel spatio-temporel, ce qui permet par exemple, dans le cas qu'on a vu ici de mesure physique, d'avoir à la fois la position des robots et la mesure, de loguer toutes ces données avec un seul référentiel. Bon, évidemment, ce n'est pas limité à 2 robots. On peut l'étendre à plusieurs robots. Par exemple, dans le cas qu'on a vu, ça serait intéressant d'avoir un 3e robot qui tienne la pièce. D'abord pour pouvoir complexifier les cas d'étude, mais aussi pour pouvoir repositionner facilement en cas de retour de pièce, par exemple, la repositionner très précisément de la même façon que la première fois. Voilà. Merci.